Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour ce tout premier podcast de Lakers France, en espérant que ce soit le début d'une longue série. Au programme, les mouvements de la franchise ces derniers temps, un retour sur les derniers matchs des Pourpres Or, un point sur l'infirmerie et l'avenir à court terme. Un coup d'œil aussi du côté de la free agency et les rumeurs qui commencent à pulluler sur le net. Aujourd'hui, je serai accompagné de deux admins du compte, Adrien et Nas, qui vont pouvoir se présenter peut-être. Nas. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nas et je suis un admin du compte depuis maintenant 3 ans à peu près. Et puis je suis la franchise depuis plus d'une dizaine d'années. Du coup, voilà pour moi. Bien, bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Adrien, je suis le dernier arrivé sur le compte, je suis là depuis le mois d'octobre et globalement vous me retrouvez sur les live tweets des matchs à domicile. Voilà. Du coup, messieurs, ce que je vous propose, comme dit avant, c'est un retour sur les mouvements récents au sein de la franchise. Vu que ça bouge quand même au niveau des rosters, puisque ces derniers avaient jusqu'au 3 mars, il me semble, pour libérer les joueurs, afin que ces derniers s'engagent auprès d'autres équipes. Et du côté des Lakers, à noter le départ de l'élu, le Messi, le chouchou, l'esthète de la balle orange, le Gustave Flaubert du basket, le Michael Jordan 2.0, Corey Brewer nous a quittés, messieurs. Un avis, Nas, sur ce départ? Franchement, une énorme perte. Tout d'abord pour le sport, pour la ville de Los Angeles. Enfin, il va beaucoup nous manquer, quoi. Vraiment, la star. Adrien. Ouais, moi aussi, les mots me manquent pour décrire la tristesse qui m'a attrapé quand il est parti, mais je crois qu'il était très très bien remplacé dernièrement. Ouais, on souhaite d'ailleurs aux fans d'OKC bonne chance pour le supporter. Et du côté des Lakers, c'est vrai que on a eu des arrivées, puisque deux joueurs posent leur valise du côté de Los Angeles. Travis Ware, qui est passé par les Knicks et qui évoluait jusqu'à maintenant au South Bay Lakers, il me semble. Mm-hmm. Et Derrick Williams, qui est Derrick Williams, l'éternel Derrick Williams. On remplace Corey Brewer par Derrick Williams. Messieurs, votre avis sur ces deux joueurs? Moi, je vais dire d'abord un petit mot sur Travis Ware. Je comprends dans un premier temps, je comprends le mouvement. On a là un pur produit de la Californie. Il a grandi dans la région, il a fréquenté la fac de UCLA. Depuis 2 saisons qu'il est là dans l'équipe de G-League et il a mais vraiment hautement contribué à la victoire en Summer League à Las Vegas cette année. Donc voilà, le récompenser pour le service rendu avec un contrat de 10 jours, il n'y a pas de problème. Après, je suis moins satisfait de son impact sur le terrain, mais bon, après, on va pas non plus trop en demander. Mais voilà, c'est sympa pour la petite histoire, mais je pense pas que ça aille plus loin. Par contre, Derrick Williams. Ouais, non. J'allais dire, concernant Travis Ware, tu parlais du contrat de 10 jours. Tu penses qu'il va rester que 10 jours ou tu le vois signer jusqu'à la fin de la saison? Parce que moi, je le vois comme ça, malgré le fait que ce soit un 4 et que ce ne soit pas forcément un profil dont on ait besoin actuellement. Oui, non, tu as raison. Moi aussi, je le vois continuer avec nous. Surtout si Hart ne revient pas. Mais ça sera tout. Hein. Je pense pas qu'il ait un spot. Oui, ça sera tout. Mais je pense que pour Williams et pour Ware, comme tu disais, pour Ware, c'est une belle histoire. De toute façon, à mon avis, pour les playoffs, c'est même pas à mon avis, c'est dead. Du coup, ils se sont dit, voilà. Tu vois, Derrick Williams, j'ai pas dit. Alors, désolé, je casse le suspense, mais j'ai pas vu un seul de ses matchs en Chine, donc je sais pas ce que c'est cette année. Mais c'est quoi la lumière, la petite lumière avec lui, c'est les 40% à 3 points sur son run à Cleveland. Mais il y a vraiment que ça qui me fait dire, oui, il pourrait être utile pour les prochains matchs. On a signé 2 gars qui ont peu ou prou le même profil. C'est-à-dire 2 twinners qui peuvent pas être super efficaces au poste 3 et qui sont obligés de se retrouver sur un poste 4 où on est déjà surchargé. Je vois pas la cohérence de ces 2 signatures. Une des 2 peut-être, mais les 2, je ne comprends pas, d'autant que dingue. Du all dingue.
Steve Ferret, Liu Deng. Clément, si tu veux. Ouais, j'allais aussi parler du coup, c'est quand même étonnant. Enfin, la signature de Travis Ware, elle est compréhensible, mais comme deuxième renfort, tu vois, j'attendais plutôt VJ Beacham qu'on a vu au training camp et qui est jeune et qu'on aurait pu tester sur des contrats de 10 jours au lieu de filer la place à Derek Williams, alors qu'on sait que ce dernier ne restera pas sans doute, ne restera pas dans la franchise, quoi. Et à côté de ça, tu as Liu Deng qui, depuis un certain temps, squatte le banc. Je sais pas dans quel état émotionnel il doit être. Je sais pas dans quel état émotionnel il doit être. Le mec, tes dirigeants préfèrent signer Derek Williams qui est en train de mourir en Chine au lieu de te faire jouer 5-10 minutes. Putain. Ouais. Je comprends que Pelinka et Magic se disent bon voilà, merci Kupchak et Boss, vous nous avez laissé 2 gros contrats boulés. Ça doit être une sorte de red flag toute la journée qui regarde en disant mon Dieu, on a encore ces 18 millions dans le salary cap. Mais quand même, même si dans les tréfonds du banc, on a des retours sur sa mentalité et elle est exemplaire. Il s'entraîne, il a tout le temps, il fait même durable dans les entraînements, il est présent auprès des jeunes. Au moins, un minimum de respect, lui donner 3-4 minutes par match, c'est pas rien. C'est rien à donner. C'est ça, faut pas se leurrer. Hein. C'est ça. Il est en train de vivre sa dernière saison là actuellement aux Lakers. Enfin, j'imagine, vu comment c'est parti, mais ouais, voilà, il te reste un peu moins de 20 matchs. Tu pourrais quand même lui filer du temps de jeu, surtout que tu en as besoin avec les blessures, avec les départs. On n'a pas un roster super riche sur le poste 3 pour se passer de lui. D'autant que pour le coup, lui, c'est un pur poste 3 de formation, quoi. Alors, est-ce qu'il est encore capable d'évoluer à ce poste efficacement? C'est une autre question, mais 6 minutes. Sur 5 minutes, c'est pas la perte du siècle non plus, quoi. Mais ouais. Ouais, j'étais en train de regarder VJ Beacham qui tourne à 40% avec la franchise J-League des Lakers. Bon, je pense que ça aurait pu être une bonne pioche, au moins le tester là. Oui, tu testes ça. À balle réelle, quoi. Ça, c'est... Un retour rapide sur les derniers matchs, messieurs? Oui. Sur les 5 derniers, donc petit rappel avec une victoire arrachée en Floride du côté de Miami, une autre du côté de San Antonio, une défaite à domicile face à Portland et ce diable de Damian Lillard. Une victoire là aussi arrachée face à Orlando à domicile et enfin la dernière, la plus fraîche, une défaite du côté de Denver. 7 minutes pour Denver. Voilà, c'est ça. On commence par le déplacement à Miami, victoire 131-113. Nas, ton retour sur ce match? Yes. Alors, ça a été un match plutôt complet de Lonzo tout d'abord, qui a pas énormément scoré, que 8 points, mais qui a été extrêmement précieux dans tous les aspects offensifs et même défensifs de l'équipe ce soir-là. Il y a eu Randall aussi qui a quand même posé son 25 points en 33 minutes. Bon, c'est toujours pas mal. Mais Lonzo, 6 interceptions, 7 passes décisives. Bon, voilà, ça commence à faire pas mal. Et quand tu sais qu'il a perdu que 2 ballons et qu'il finit à plus 24 plus-minus, tu te rends compte que le mec, il a marché sur le hit sans trop forcer, quoi, au final. Donc, vraiment hyper satisfait. Ouais, on en reviendra peut-être plus tard, plus longuement sur Lonzo, mais ça correspond tout à fait à lui. Peu de pertes de balles et vraiment pas le besoin de poser des énormes stats pour peser sur le jeu et sans bouffer la jamais trop en faire. Il en fait jamais trop. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Il y a Haïti aussi, qui a quand même marqué 29 points. Super adroit au shoot. Et faut le souligner. Parce qu'on l'a beaucoup bâché au début, à son arrivée, quand ça rentrait pas. Mais il faut aussi lui rendre quand il commence à les mettre. Un autre qui s'en était bien sorti, outre Brandon Ingram qui fait une belle saison, c'est KCP qui revit depuis qu'il n'a plus de soucis avec la justice. Et là encore, face au Heat, c'est quoi? C'est 6 sur 8, je crois. Et, c'est sur 8, il doit faire pareil. Ouais, c'est ça, 2 sur 3 à 3 points. Ouais. Donc, Adrien, quelque chose à rajouter sur ce match?
Sur le match de Miami, oui, non, je te reprends juste sur le choix du vocabulaire. Quand tu dis victoire arrachée à Miami, c'est nous rendre un peu injustice, parce que c'est une de nos plus belles victoires à l'extérieur cette année. Ce match-là, on l'a dominé de la tête et des épaules. On n'a vraiment pas eu à forcer pour mettre en difficulté la défense du Heat. Et donc c'était du coup un match plutôt offensif. Et les 2-3 runs qu'on doit mettre, c'est quand on redevient un peu plus sérieux en défense. Donc ouais, c'était vraiment une très très belle victoire. J'attendais pas ça du tout, alors que le Heat devait se reprendre pour se repositionner un petit peu dans la bataille des playoffs à l'Est. Donc ouais, non, très 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 content, à part bien sûr la blessure d'Ingram. Mais sinon, sur les joueurs, vous avez bien vous avez bien décrit ce qui s'était passé un peu avec tout ce beau monde-là, hein, notamment Randall qui a fait beaucoup de mal à la peinture du Heat. Un Whiteside a pris cher face à Julie ce soir-là, et c'est pas un petit client. Et KCP, je pense que ça fait quand même depuis plus longtemps que le Heat qui revient bien. Oui, tout à fait, ouais, mais depuis ses soucis avec la justice, depuis qu'il a fini cette période-là, il revient un peu, ouais. Ouais, moi je trouve aussi depuis qu'il a compris qu'il n'était pas James Harden également, il revient bien. Je trouve que sa sélection de tir, elle est beaucoup plus naturelle. Il y a beaucoup de catch and shoot ou des tirs qui sont quand même bien moins compliqués. Il n'y a pas ce côté parfois de les flash dribble, je pense un step back, un mid range, pas ce genre de choses. Donc non, beaucoup de choses positives à dire sur KCP depuis pas mal de temps. Ouais. Et KCP depuis l'All-Star Game, ouais, c'est 17 points par match, 54% à 3 points, quoi. Ah ouais. Et 8 rebonds. C'est un mec il snatch beaucoup de rebonds, KCP. Ouais, c'est un mec qui travaille beaucoup son prochain contrat là. Ouais, c'est clair. Deuxième match de cette review, monsieur. Yes. Avec le match face à San Antonio. Victoire 116-112. Le hold-up. Alors, on peut le qualifier d'arraché. Et encore, arraché, c'est un bien faible mot. Le hold-up, ouais. Aïe, mon Dieu. Quand tu vois comment on est dans le troisième quart-temps, on revient de loin. On revient de loin. Bah, je vais peut-être te laisser démarrer, Adri, si tu veux. Sur ce match-là, oui, mais ouais. En fait, on se bat bien avec les Spurs dans la première mi-temps. Puis après, ils prennent le large parce que leurs systèmes font qu'ils ont des super bons tirs et ça rentre bien. Et nous, on est plus en difficulté. Rappelons que c'est le premier match sans Ingram et ça se sent. Et puis, d'un coup, comme le dit Pop à la fin, avec ses grandes analyses dans les médias, il dit à un moment donné, on a arrêté de mettre les tirs et eux, ils ont commencé à mettre les leurs. Et c'est juste ça qui fait qu'on passe devant. Hein. Mais on a eu l'occasion de voir le Lonzo qu'on voulait voir aussi, le tir clutch, un peu en mode UCLA contre Oregon l'année dernière. Et voilà, ça fait de très très belles émotions pour une belle victoire de prestige. Ouais. On le méritait pas, hein, celui-là, très franchement. Mais c'est vrai que comme tu disais, je crois que c'est 3 points en 3 minutes pour Lonzo, dans les 3 dernières. C'est plus d'ailleurs une passe décisive à Randall à la toute fin de mémoire, avec un pick and roll et une finition assez incroyable de Randall, qui lui d'ailleurs finit quand même à 25 points. C'est toujours pas mal appréciable. Tu sens quand même que le mec arrive à passer la barre des 20 points par match sans vraiment forcer, sans forcer son talent. Il a pas de shoot extérieur et le gars, juste en rentrant, en pénétrant et en faisant mal, 25. Voilà, contre les Spurs. Donc franchement, en fait, moi ça me fait vraiment plaisir de voir Randall s'éclater comme ça dans son basket. Quand on se rend compte, avec tout ce qu'il a dû traverser en début de saison, je me dis quand même, le mec il mérite quoi. Et ça fait plaisir. C'est ça, du mental. Et puis dès qu'on lui a offert dès que Luke Walton a décidé de lui offrir une place dans le 5, c'est quoi? C'est 18 points, 9 rebonds, quoi. Tous les soirs, il vient te poser ses stats et son apport. En dehors des stats. Ouais, et puis il est quand même super adroit, il faut pas l'oublier. Moi, je le vois rarement en dessous de 50% au tir, quoi. C'est tout le temps du 50, 55. Et quand ça baisse un peu, il finit à 60% le match d'après. C'est quand même Mr. Clean, quoi. Franchement, au niveau des stats, il n'y a rien à dire. Sauf sur les 2 derniers matchs. Sauf sur les 2 derniers matchs, malheureusement. On va y venir, malheureusement. Match suivant, les Lakers qui tombent face à Portland. Ouais.
malgré une avance quand même conséquente dans le 4e quart-temps et Damien Lillard. C'est une histoire de run, hein, cette défaite, parce que dans la première mi-temps, on n'est pas bien du tout. Hein. Il peut être on est à -10, je crois. À la mi-temps, non, on est qu'à -3, je crois. Non, mais ils ont une avance. Dans la première mi-temps, ils ont à +10 sur nous. Et après, nous, on leur met un gros run dans le 3e quart-temps. Et pour aborder le 4e, et jusqu'à, on a +11, je crois, notre avance maximum. Et puis, comme je dis. Il me semble, mais ouais. Après, Lillard arriva. C'est encore. On en reparlera peut-être pour le match contre Denver. Ça donne un peu cette impression-là, ou contre les Spurs. C'est qu'on a affronté 3 équipes dont, objectivement, elles sont meilleures que nous. Quand tu compares les rosters, quand tu compares aussi la maturité offensive, ça sent que ce soit les Spurs, les Blazers ou les Nuggets, c'est quand même plus fort que nous. Et donc, quand ils jouent à leur niveau, ça nous met des runs, ça nous met des écarts. Et par contre, il suffit qu'ils s'endorment un tout petit peu, et nous, on leur fait payer, la moindre faute d'attention, la moindre déconcentration. Et ça, c'est un point que j'ai envie de souligner, notamment contre les Blazers, c'est qu'ils n'ont jamais donné l'impression de lâcher. Jamais, jamais, jamais. En plus, d'ailleurs, quand tu vois bien pour Portland, pour revenir sur ce que tu disais, pour rebondir, 3e quart-temps, on gagne 25-15. Donc on leur met quand même 10 points sur le 3e quart. Mais comme vous disiez au tout début, Damien Lillard. Voilà. Le mec est en mission pour les amener en play-off, c'est abusé. Non, tu sens quand même qu'il a beaucoup, beaucoup de ressources. On va pas faire un podcast sur Damien Lillard, mais très franchement. C'est impressionnant. Mais après, il y a 1 ou 2 tirs où je pense qu'on peut mieux défendre sur lui. Et on doit faire et il y a peut-être aussi, à un moment donné, tu prends conscience que le mec prend feu et tu dois resserrer. Et tu dois essayer de faire un maximum pour pas qu'il y ait de la balle ou faire chier. Je sais pas. Mais il y a aussi une action où on le laisse complètement libre sur le weak side, il se retrouve avec ça et il te fait payer, et ça j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris pourquoi la défense s'est écroulée et il oublie juste lui à ce moment-là du match. C'est clair. Et si vous voulez, on peut aussi reparler de la conclusion et des fabuleux systèmes qu'on a mis en place pour tenter d'égaliser. On va s'attirer les foudres de la communauté des Lakers, des fans des Lakers, ultra fans de Luke Walton, mais je pense qu'il faut qu'on en parle. Donc, du coup, vas-y, je te laisse embrayer. Ah, moi, non, juste sur le système qu'il a appelé, ouais, non, c'était. Waouh! Je sais pas, je pense que c'est notre plus gros fail collectif de la saison. Je sais pas si c'est la faute de Walton et de ce qu'il a voulu mettre à ce moment-là en place, ou si les Blazers ont bien joué le coup, mais c'était n'importe quoi, hein, n'importe quoi. C'était n'importe quoi, ouais. N'importe quoi. Ah, mais il aurait fallu. Dis-moi, pardon, Clément. Non, j'allais évoquer le match de Orlando si vous le voulez bien. Bien sûr. Ouais, allez, Orlando. Vu qu'on était dans le n'importe quoi. Donc, victoire là aussi à l'arraché, 108-107 à la maison face à Orlando, avec un duo Gordon-Vucevic qui met quasiment 50 points en E2, quoi. Ils mettent plus que 50. Ils mettent 50. Ouais, c'est ça, ouais. 52 points en E2. Ton avis, Nas, sur ce match, ou Adrien, comme vous voulez? Je peux démarrer rapidement. Alors déjà, ce que j'avais envie de souligner, tout le monde en a parlé, mais j'ai envie d'en reparler. Brook Lopez, 27 points, 0 rebond. Voilà. Le mec, il mesure 7 pieds, quoi. Bon. Je crois que c'est un record qu'il a battu, non? Ou c'est un truc qui est complètement inédit? C'est jamais arrivé, ouais. J'avais lu une stat comme celle-ci. Après, à sa décharge, il finit à 12 sur 18 au tir. C'est quand même plutôt pas mal. On a eu Lonzo, qui a beaucoup tenté à 3 points, qui en a pas beaucoup mis. Il finit à 4 sur 13. Mais enfin, il apporte comme d'habitude. 2 steals, 2 blocs, 5 passes décisives, 16 points. Il a été bon. Ça n'a pas été le meilleur, mais il a été bon. Kyle Kuzma, pour le coup, avait été très bon contre Orlando, j'ai trouvé. Ouais. Et Isaiah Thomas avait bien apporté aussi.
Moi, le match d'Orlando, ce qui me gêne, c'est que c'est un match qu'on doit gagner avec un écart de plus 20 à la fin. C'est pas normal. On creuse encore, on a un gros écart dans le quatrième parce que on est devant eux. Là, pour le coup, tu vois, je parlais de talent et d'écart de talent avec les trois autres équipes. Mais là, non, on est au-dessus de Orlando et on le fait sentir dans le quatrième. Mais à un moment, on s'écroule. Et on s'écroule complètement en défense. C'est faute sur faute, entre les fautes d'inattention, entre le manque de communication, entre des rotations, tu comprends pas ce qu'ils veulent faire nos joueurs, et on les laisse revenir. C'est nous qui laissons revenir Orlando dans ce match. C'est pas normal de se créer un stress. S'il n'y a pas, parce que tu parles de Lopez, mais s'il n'y a pas ce move au poste sur la dernière action où il reste 5 secondes à jouer, pour le coup, là, cette fois, Walton a compris encore. Je suis même pas sûr que Walton appelle Lopez pour un post-up, mais bon, c'est ce qui se passe et ça fonctionne. Et s'il n'est pas là ce soir-là, tu perds le match contre Orlando. S'il ne drive pas pour provoquer les lancers et qu'il met les deux lancers, alors que sur la saison, il est quand même, il n'est pas dans ses standards habituels, tu perds le match. C'est très très frustrant. C'est très très frustrant comme note. C'est frustrant, ouais, c'est frustrant. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'on se rend compte que même sur ce match contre Orlando, qui n'ont pas l'effectif, le roster le plus top de la NBA, quoi, sans leur manquer de respect, on démarre le premier carton, on le perd 32-23. C'est quand même assez incroyable qu'à la maison, dans notre, entre guillemets, dans notre groove, qui était quand même un plutôt bon groove, se faire trouer comme ça au premier carton, c'est quand même assez gênant, franchement. Ouais, c'était gênant, mais rappelle-toi aussi, comme on a été habitué à ça en début de saison de lâcher les premiers cartons. Mais par contre, ce que je sais, c'est que même si on se fait, si on perd le premier carton dans les grandes largeurs, c'était pas inquiétant. Tu vois, il y avait ce côté où nous, on jouait vraiment en deçà de nos standards et où eux, par contre, ils étaient un peu en surchauffe. On disait que non, quand ça va revenir un peu à la normale, et c'est ce qui s'est passé après. Ouais, c'est pas faux. Et dernier match de cette série, le plus récent, vu que ça s'est joué cette nuit, avec une défaite 125-116 du côté de Denver. Messieurs, est-ce qu'on pouvait attendre autre chose face à l'équipe du meilleur arrière de la ligue? Nas? Bon, alors tu l'as placé, t'es content. Voilà, l'équipe de Gary Harris. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le joueur préféré dans l'histoire de la NBA de Clément, qui le préfère à Magic d'ailleurs. Non, blague à part. Le match contre Denver, bon, franchement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ils sont meilleurs que nous. Ils ont des joueurs qui sont, je pense, meilleurs que les nôtres. Et puis, ils sont surtout morts de faim pour une place pour les playoffs. Bon, le résultat m'a pas vraiment choqué. Et puis, faut pas oublier qu'on n'a pas Hart et qu'on n'a pas Ingram, on va en reparler juste après. Bon, rien de super choquant. Ouais, je suis d'accord avec ça. Hein. Je suis d'accord avec ça. Denver, c'est plus fort que nous, d'autant que Millsap revient. Leur contexte à eux est quand même largement différent du nôtre. Nous, on n'a pas de pression. Eux, par contre, là, après 2 défaites d'affilée, ils devaient absolument se reprendre. Donc, c'est normal. Et malgré tout, à 5 minutes du match, on est devant. Malgré tout, à 5 minutes du match, on est devant. Et on a... Alors là, c'est vrai que c'est mauvais peut-être de pointer des joueurs individuellement, mais tu as 3 mauvaises possessions d'affilée de Julius, qui fait 2 turnovers et qui est complètement perdu sur une rotation. Et c'est là où on se retrouve de plus 1 à moins 5 en 3 possessions. Et là, déjà, tu vois, tu abordes le money time pas de la meilleure des manières. Et on en parlait avant d'enregistrer. Et tu as cette action, ouais, c'est l'action clé, c'est le drive d'Haïti et qui rate le reverse layup. Moi, en revoyant l'action, j'ai pas été choqué. Je me dis, c'est vraiment dommage. C'est un truc qui, normalement, il peut le mettre. C'est lui arrivé de les mettre et là, ça passe pas. Toi, je sais que Nas, t'en as une autre vision. Ouais, alors, moi, je pense toujours qu'il aurait pu la donner. Maintenant, en y repensant correctement, c'est vrai qu'à Boston, ceux-là, il les mettait. Il les mettait. En plus, c'est quand même un joueur qui est assez réputé pour mettre les shoots importants et mettre les points en quatrième quart-temps. Du coup, au final, l'ISO et le shoot en lui-même, bon, c'est pas extrêmement choquant. Maintenant, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire même en défense sur Murray, qui, bon, certes, on peut considérer le panier d'Haïti comme un tournant, mais derrière, Murray, il arrive à drive et à placer un drive tellement facilement sur notre défense. Je me dis, mais
putain, il faut quand même défendre les mecs, quoi. Je veux dire, il faut défendre. Il y a deux actions là-dessus, sur les deux actions de Murray où il nous fait mal sur le biseau. Il y en a une où, tu vois, où il attaque Lopez et il finit plutôt facilement au cercle. Je te parle, ouais. Mais ça là, c'est à mon avis, je te dis une chose, c'est pas la faute de Lopez. C'est la faute de notre système défensif. Tu sais comment on défend, hein, on permute sur tous les écrans. Tu permutes sur tout. Et in fine, tu as forcément, systématiquement du mismatch. Et là, tu te retrouves avec Murray qui attaque Lopez et ben voilà, tu te fais punir. Parce que dans le premier quart-temps, quand Denver nous met dans le dur, c'est parce que pareil, encore une fois, en défense, on permute sur tout et ils ont mismatch avec des trucs, tu veux pas voir ça, tu veux pas voir KCP au poste contre Millsap, tu veux pas voir qui on avait en arrière, je ne sais pas, c'est pas Haïti sur Jokic ou ce genre de trucs extrêmes, tu vois, tu veux pas voir ça. Et pourtant, c'est c'est la manière dont Walton dit, voilà, vous allez défendre comme ça en fin de match. Et le deuxième drive que nous fait Murray, c'est en transition et il attaque Kuzma qui fait faute. Il remet 2 points, mais là-dessus, j'ai pas forcément envie de blâmer le rookie parce que le repli est lamentable. Hein. On n'est pas du tout agressif dessus, et c'est pour ça que Murray arrive à lancer en pleine vitesse sur Kyle, et donc voilà, après ça fait lancer. Ouais. Non, mais ouais, rapidement pour le drive de Murray, juste pour finir sur Brook Lopez, comme tu disais, c'est un souci au final de switcher sur tout et n'importe quoi. Et bon, la Murray attaque, il n'y a pas eu d'aide. C'est vrai que bon, quand tu switches comme ça, tu t'attends de temps en temps à avoir de l'aide quand il y a du mismatch aussi brutal qu'un Murray contre un Lopez. Bon, parce que Lopez n'est pas réputé pour être le mec le plus rapide du monde. Mais là, ça aide pas. Et on se retrouve à 4 points finalement. Et du coup, voilà. Ouais, c'est ça. Donc sur les derniers matchs, on est à 3-2 sur les 5 derniers matchs. Et j'aimerais, messieurs, qu'on évoque un peu le calendrier à venir, qu'on va devoir aborder sans Josh Hart qui s'est flingué la main et qu'on ne reverra sans doute pas avant la saison prochaine. Et du coup, tu l'avais dit Nas tout à l'heure, Brandon Ingram qui se blesse face à Miami, élongation des fléchisseurs de la hanche, je crois qu'il doit être réévalué prochainement. Et donc sur les prochains matchs, sur les 5 prochains matchs, on reçoit Cleveland, on reçoit Denver, on se déplace à Golden State, on reçoit Miami et on s'en va à Indiana. Messieurs, un petit pronostic sur ces 5 matchs? Je te laisse commencer, Adrien. Voilà, je sais pas quoi te dire. Non, vraiment, ça dépend si Ingram revient vraiment. Comme il doit être réévalué en début de semaine prochaine, s'il est avec nous, je pense que sur les 5 prochains matchs, on peut en accrocher 3. S'il n'est pas là, on peut aussi en accrocher 3, mais ça serait plus miraculeux. Parce que si tu fais le bilan des Lakers sans Ingram, on est à 2-2. On est à 2-2 et 4 matchs, tous des matchs disputés. Donc tu peux te dire que tu vas rester compétitif, même si on joue des équipes qui sont censées être plus fortes que nous, comme les Cavs ou les Nuggets, mais on les joue chez nous. Les Pacers, on les a battus aussi. Donc techniquement, on peut en prendre 3. Hein. On peut en prendre 3. Allez, voilà, j'ai été optimiste et j'ai dit qu'on en prend 3. Ouais, moi je te trouve bien optimiste. Je pense qu'on peut quand même prendre Denver, surtout après la petite partie trash talk. Alors je crois que j'étais le seul ici à le savoir, mais visiblement il y a eu un énorme problème. Enfin, je l'ai vu parce que Walton a pété un plomb en fait. Il est carrément rentré sur le parquet. Quand Jamal Murray a tout d'abord trash talké Haïti au moment où il tirait ses lancers dans le clutch. Et après, il s'est mis à trash talker le banc. Bon, voilà, le mec, il voulait juste passer pour un connard. Il est passé pour un connard. Il était content de lui. Alors, me semble-t-il, c'est. Pardon ? J'allais dire, me semble-t-il que c'était déjà le cas aussi lors de la première confrontation entre les deux équipes où Murray l'avait ouverte aussi. Oui, il y a un bif en fait entre Murray et les Lakers. Et le mec a continué à faire son gros connard de service, même en après-match. Mais enfin bon, j'ai vu les commentaires de Kuzma et Lonzo qui disaient qu'ils allaient le laisser continuer à faire son clown et qu'ils l'attendaient mardi à LA. Donc je pense que ça va chauffer à mon avis. Maintenant, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'on aille taper Cleveland ni Golden State. Si on veut les 3 victoires, il faudra que ce soit à la réception des Nuggets de Miami et éventuellement aller chercher une victoire à Indianapolis. Ouais, moi je vais partir sur un 2 sur 5 l'année. Ouais.
avec une défaite face à Denver, désolé. Ça, c'est la grosse cote, hein, parce que Denver, sur le premier match qu'on joue au Staples, on les explose. Hein. Ouais, on les souille. C'est pas faux. Donc, messieurs, on vient de parler de l'avenir à très court terme, d'un point de vue basket, et j'aimerais maintenant qu'on évoque brièvement ce qui va suivre avec la draft, mais surtout la free agency. Donc, il y a eu pas mal de rumeurs. On sait à peu près les plans du duo Magic-Pelinka. Donc, notamment aller dragouiller Paul George, qui est agent libre cet été et qui se démène pour le moment à qualifier OKC en playoff. Et dernièrement, là, on parle un peu plus de LeBron James, que les fans NBA s'arrachent à coups de panneaux publicitaires. Donc là, apparemment, d'après un article d'ESPN, sur sa shortlist, il y aurait 4 équipes. Donc Cleveland, Houston, les Sixers et les Lakers. Messieurs, réelle rumeur ou connerie habituelle de la part d'ESPN? Nas? Moi, j'aurais tendance à dire connerie de la part d'ESPN, parce que de toute façon, tout ce qui sort d'ESPN, on a quand même pris l'habitude que ce soit de la merde, pour être poli. Sauf quand ça vient de Woj. C'est ça, sauf quand ça vient de Woj. Maintenant, on en parlait avant de record tout à l'heure avec Adrien. On se disait que finalement, le délire des billboards, c'est vrai que c'est finalement pas à la hauteur de la franchise. On vaut quand même mieux que ça. Maintenant, LeBron, si on veut vraiment l'avoir, il va aussi falloir y mettre un peu d'une autre, parce que il y a les Rockets, les Sixers sur le coup, qui ont quand même des arguments, je pense même meilleurs que les nôtres pour faire venir. Pas d'accord? J'ai senti une pointe de tension chez Adrien. Alors, je te laisse embrayer. Non, mais déjà, on va dire pour cette histoire des panneaux, oui, je pense que c'est pas hyper glorieux pour une franchise comme les Lakers. Mais bon, c'est pas une initiative de la franchise, c'est juste un fan qui a quelques dizaines de milliers de dollars à dépenser. Et LeBron a dit que c'était amusant, c'était sympa. Donc bon, ça n'a pas trop fait de tort peut-être au futur pitch qui va arriver. Mais oui, non, c'est par rapport aux Sixers, oui, j'ai un peu serré les dents. Parce que dernièrement, nos chers confrères de Sixers France se sont un petit peu emballés sur l'attractivité de leur franchise pour LeBron et puis sur le fait qu'il serait complètement injouable à l'Est si LeBron devait arriver. Ouais, mollo là-dessus. Moi, sur le dossier Sixers, bon, évidemment, c'est un candidat. C'est l'équipe qui est en train de, c'est la grande équipe montante à l'est. Mais quand tu regardes bien l'état sportif, la cohabitation de Simmons et LeBron sur demi-terrain, moi, je la vois pas. Pour moi, c'est pas du tout évident. Ça va être serré, quoi. Il y aura pas beaucoup d'espace. Non, mais je veux te dire, c'est que, en gros, vu comme c'est un monstre offensif, moi, je suis entraîneur, je donne la balle à LeBron. Je dis, t'es ici, tu fais ton show, vas-y, fais ce que tu as toujours fait. Et du coup, Simmons, sans la balle, sur demi-terrain, ça fait quoi? Il ne tire pas, tu vois, ça se tire pas, ça coupe très bien, mais ça coupe peu. Donc, moi, j'ai vraiment des interrogations sur leur duo aux Sixers. Et surtout, on oublie les Celtics. Pour moi, les Celtics, ça restera plus fort que les Sixers, malgré l'arrivée de LeBron. Parce que les Celtics vont récupérer Hayward l'année prochaine, et puis ils vont avoir encore des jeunes qui auront un an de plus en NBA, donc ça va devenir un groupe encore plus costaud. Voilà. Donc je dirais que la candidature des Sixers, elle est là, mais c'est pas non plus, c'est pas le home run assuré. Hein. Comment on va se faire défoncer, encenser les Celtics sur un podcast des Lakers. Aïe 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 aïe. Non, c'est encenser les Celtics pour faire, pour rehausser l'intérêt du dossier Lakers par rapport à LeBron. Non, mais alors, moi je suis pas entièrement d'accord. Maintenant, c'est aussi ça les opinions. Moi, je dirais que LeBron a aussi tout intérêt à rester à l'Est s'il le peut, parce que c'est pas dit qu'il revoit les finales NBA de sitôt s'il vient à l'Ouest, surtout s'il vient aux Lakers. Quand tu vois des équipes comme Golden State, comme Houston, même d'ailleurs
une équipe comme les Timberwolves, par exemple, dont on parle pas beaucoup, mais qui est une équipe qui peut faire très très mal. C'est pour ça que moi, LeBron, en tout cas si j'étais lui, je m'arrangerais pour rester à l'Est. Parce que quoi qu'il arrive, accéder au final, c'est finalement son objectif à lui. Parce que pour lui, le passage par les finales à l'Est est le plus facile pour lui apporter des bagues, tout simplement. Pour moi, ce serait plus stratégique qu'il finisse aux Sixers. Maintenant, oui, il y a la cohabitation Simmons-LeBron qui est pas du tout garantie si jamais il finit aux Sixers. Si tu veux, ce qu'on sait avec LeBron, c'est qu'il lui faudra une superstar avec lui. Ça, c'est un truc, il faudra une superstar à ses côtés pour que le dossier soit crédible. Donc, soit on fait Mais aux vraiment. Lakers, ce serait qui, du coup? Ah, ça serait Paul George. Soit on arrive à vendre, tu vois ça, un duo Paul George-LeBron, et je te dis pas que c'est garanti, hein, la cote, c'est une grosse cote ça aussi. Ouais. Mais à ce moment-là, et je sais, après Morey est un magicien, ça me semble quasiment impossible à faire sur le papier, mais comme Morey c'est quand même un peu le magicien du Cap, Houston c'est aussi, et je comprends pourquoi c'est dans la liste. Ah oui, Houston c'est très crédible. Très crédible. Mais plus que les Sixers, hein, parce que plus que les Sixers probablement. Maintenant en termes de choix sportifs, purement sportifs pour lui, pour sa carrière, il se faciliterait la tâche plutôt aux Sixers à mon avis, parce que on va pas se mentir. Bon, il y a Boston qui finira probablement premier de la conférence Est l'année prochaine, pardon. Mais enfin, bon, t'as le deuxième seed qui est quand même facile à atteindre, qui est facile à top à l'Est s'il finit aux Sixers, même s'il a Ben Simmons. Faut pas oublier qu'il y a quand même Embiid, il y a du monde, il y a Redick, il y a du monde à l'extérieur quand même. Donc, je sais pas. Voilà, moi je vais te dire, j'ai encore faire encore plus d'amis chez nos amis Sixers, mais pour moi l'argument principal pour que LeBron vienne chez eux, c'est Embiid. Oui, ça l'est. Un joueur qui pour l'instant a manqué plus de matchs dans sa carrière que LeBron. Voilà. C'est ça, tu vois. Après, il faut regarder ça aussi. Et si tu arrives, tu vois, aux Sixers et Embiid repart sur une saison blanche, tu fais quoi après derrière? Tu vois, c'est pas c'est attrayant, mais il y a un peu de c'est vrai que c'est pas aussi évident que ça. Messieurs, ce sera sans doute un sujet qu'on va réouvrir dans d'autres podcasts, vu que de toute façon, les playoffs, je pense que ce sera plein de sujets pour nous. J'aimerais qu'on passe au top et au flop, du coup, messieurs, si vous pouviez me dire un top. Par exemple, en commençant par Nas. Alors, un top, la Big Baller Brand? Non. Si tu peux y aller, parce que on sera dans le ton. Alors, j'en ai parlé. Il faut, les gars, n'oubliez pas que l'eau minérale Big Baller Brand arrivera bientôt dans vos Carrefour, Auchan et Leclerc. Donc, restez branchés. Non, à part ça, je vais donner un... Non, si vraiment je devais donner un top, ce serait Lonzo Ball et un petit plus pour Haïti qui s'améliore de plus en plus et ça fait plaisir de le voir s'épanouir. Adrien, un top? Et moi, je suis très content que tu cites des meneurs parce que moi aussi, mon top, c'est un meneur et c'est Tyler Ennis, mon top de la semaine. Aussi, c'est juste pour son match contre Denver. Alors, il met 2-3 points. Je crois que c'est la meilleure performance offensive de la saison. Mais surtout, malgré le mismatch, malgré le post-up face à Lives, il arrive quand même à le bloquer de face. Voilà, c'est ça. Ouais. Tyler Ennis est arrivé à contrer de face Trey Lives. Et voilà, donc là, ça, c'est mon top de la saison. Me concernant, je vais partir sur KCP, du coup, qu'on a pas mal charrié sur le compte en début d'année. À juste titre, parce que c'était quand même n'importe quoi ce qu'il proposait. Et mais comme dit un peu plus tôt dans le podcast, qui revit depuis qu'il n'a plus de soucis avec la justice, depuis qu'il ne se prend plus pour le joueur qu'il n'est pas. Et je tenais à le souligner. Voilà. Ton flop, Nas? Alors, mon flop, tu me poses une colle là pour le coup. C'est pas facile. Hein. Je dirais Tyler Ennis. Voilà, parce que c'est gratuit. Il est encore dans la franchise. Brewer serait encore là, j'aurais mis Brewer. Mais il est plus là, donc ce sera Ennis. Voilà. M'aider. Adrien, ton flop?
Moi, mon flop, c'est le mec, le responsable des statistiques dans le front office, qui est arrivé avec sa fiche en disant les gars, il faut qu'on prenne Derek Williams. Voilà, on a un spot de libre et c'est Derek Williams le mec qu'il nous faut. Voilà, c'est lui mon flop de la semaine. Je vais te rejoindre puisque mon flop c'était Derek Williams qui n'a pas encore joué un match mais que je commence déjà à pointer du doigt. Voilà messieurs, je pense qu'on est arrivé au terme du premier podcast Lakers France en espérant, comme je le disais un peu plus tôt, qu'il y en ait beaucoup d'autres. Un petit mot pour la fin? Je vais laisser Adrien. Oui, je suis triste qu'on a plus que jouer les playoffs. Voilà. Ça serait bon moment. Ouais. Je te rejoins. Franchement, je me dis que 6 mois de décembre avait pas été aussi épouvantable. Bon, quand on repense au calendrier, on se rend compte que c'est finalement pas si étonnant que ça quand même. Je me dis que les playoffs, ça aurait été marrant, quoi. On se serait pris un first rounder contre Houston ou contre Golden State, un exit, mais bon, ça aurait été marrant quand même. Mais non, sinon à part ça, je voulais remercier tout le monde de nous suivre, de liker nos commentaires, de nous retweeter, surtout de nous parler, de nous faire des retours. On n'a malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde, mais on s'efforce de répondre le plus possible. Et puis, soyez relax. C'est vrai que, alors, quand vous verrez des tweets second degré, voire même un peu brutaux, ils viendront probablement de moi. Oui, mais alors, ça c'est bien que tu abordes ce sujet-là. Même si c'est toi qui les écris, on est tous solidaires. Voilà, c'est quand même. Voilà. Alors d'ailleurs oui, ça c'est un petit mot pour certains qui disent ouais, punissez cet admin, ceci, cela. Généralement, je me positionne pas pour certains trucs si je suis pas sûr que mes confrères, ne soient pas d'accord avec moi, surtout depuis le temps avec lequel j'opère sur le compte. Mais à part ça, non, merci à tous. Sinon. Bonne soirée, messieurs, dames, et à très vite pour un prochain numéro. Allez, salut. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.